Eh bien, écoutez, bonjour à vous qui vous êtes levés. Non, c'est bon, Ah, à vous qui vous êtes levés tôt. Je pense que d'autres vont nous rejoindre un petit peu au fur et à mesure. Il y en a qui viennent un peu de loin et qui risquent enfin, qui vont nous rejoindre. Voilà, donc nous sommes à notre seconde journée du colloque Sainte-Marie 2024. La journée d'hier, pour ceux qui n'étaient pas là, a été introduite brillamment par le professeur Terra. Et puis nous avons eu deux tables rondes l'après-midi, à la fois sur les nouveaux métiers et les nouveaux moyens avec lesquels il faut que s'organise notre activité de soins et d'accompagnement. Dans une deuxième table ronde, nous avons évoqué effectivement les nouvelles façons de prendre en charge les patients. Et donc aujourd'hui, nous allons avoir deux nouvelles tables rondes que je vais laisser le soin à Madame Métainier, présidente donc de la première table ronde, de présenter. Ce que je voulais dire, c'est que, et je crois que hier en a été la preuve, le modèle qu'on a choisi, c'est-à-dire de faire que les intervenants exposent leur thématique et puis qu'après, on puisse discuter avec la salle et avoir suffisamment de temps, ce qui n'est pas souvent le cas dans les congrès, mais je pense que c'est aussi une des façons de faire de Sainte-Marie, d'avoir la possibilité, c'est aussi un des objets de ce colloque, c'est-à-dire de pouvoir nous rassembler, nous mieux connaître et pouvoir échanger. Donc c'est sur ce modèle-là que les choses vont s'engager encore une fois aujourd'hui. Et donc, ma foi, je vais laisser la place à Madame Métainier en vous souhaitant vraiment une bonne journée et un bon colloque. Eh bien, bonjour à tous les matinaux de ce deuxième jour de colloque. Ah oui, je parle pas fort, il est vrai. Eh bien, écoutez, moi, j'ai eu, je ne sais pas si, alors, attends, faut que je me familiarise. Voilà. Donc, j'ai eu l'honneur d'être pressentie pour animer cette table ronde. Alors que je suis toute récente dans l'institution Sainte-Marie, j'occupe une fonction qui est une fonction aussi toute nouvelle, directrice adjointe des opérations, elles sont médico-sociales et sociales, voilà, et d'enseignement, mais en Haute-Loire nous n'en avons pas, donc je m'occupe des opérations médico-sociales. Alors, aujourd'hui, je vais pas vous parler de soins, on ne va pas vous parler de soins de prime abord, on va vous parler d'accueil et d'accompagnement. Le secteur médico-social a sa propre culture, sa propre histoire, et elle est déjà intrinsèquement liée à Sainte-Marie par l'histoire des établissements qui existent déjà et qui ont été créés pour partie par Sainte-Marie. Néanmoins, c'est important aussi que je dise d'où je parle, c'est-à-dire que je suis issue d'une formation et d'une culture sociale et médico-sociale, et que ça donne aussi la couleur à la fonction que j'occupe aujourd'hui. Je n'ai pas le cursus que peuvent avoir d'autres professionnels, c'est important, donc j'ai aussi à intégrer une histoire et à tricoter mon histoire professionnelle avec les orientations et l'histoire de Sainte-Marie. Alors, ma mission, c'est bien sûr de présenter, d'introduire cette table ronde. Vous allez avoir des interventions plus ou moins punchy qui vont aussi poser un certain nombre de questions. Moi, je souhaitais introduire cette table ronde en mettant en avant que, selon l'intitulé d'un petit essai de Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, que le soin est d'abord un humanisme et que la santé mentale telle qu'elle est aujourd'hui définie par l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive
et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. C'est important pour moi de revenir à cette définition, parce qu'elle conditionne aussi ce qui, de façon transversale, fait identité pour le médico-social. Donc c'est une définition du soin qui est intégrative et où l'absence de maladie n'est pas le but recherché. Et ce qui est en creux de cette définition aussi, c'est que nous accompagnons la vulnérabilité, que la vulnérabilité est aussi liée à l'autonomie, et que cette notion de vulnérabilité, elle est consubstantielle à tout homme, et que nous devons œuvrer, que nous œuvrons collectivement à la rendre la moins irréversible possible. Et c'est important parce que cette vulnérabilité, elle peut être aujourd'hui dévalorisée, invalidante et aussi porteuse de dépendance. Et le regard que nous portons sur cette vulnérabilité est important par rapport à cette image négative, et que collectivement, et en tout cas ce que je souhaite continuer à porter, c'est que la vulnérabilité, elle est d'abord non déficitaire, c'est-à-dire qu'elle permet aussi d'être créative, d'être dans une position à l'autre complètement différente. C'est-à-dire qu'on peut aussi imaginer d'être à côté de l'autre de façon constructive et bienveillante. Alors, excusez-moi, j'ai pas fait mon cours avant. Alors, le social et le médico-social à Sainte-Marie, c'est aussi redire que nous sommes d'abord des lieux de vie et d'accompagnement. Et donc, aujourd'hui, mon message, c'est bien de dire que le soin est au service d'un accompagnement et d'un accueil. Et que le prisme d'entrée de nos missions, c'est d'abord d'accueillir et d'accompagner des personnes, qu'elles soient âgées, que ce soit des enfants, qu'elles soient porteuses de handicap ou en difficulté sociale, et que notre cadre de référence, c'est d'abord le Code de l'action sociale et des familles. Et à ce titre-là, nous devons avoir des projets d'établissement qui défendent voilà, le projet de vie, les projets personnalisés, l'accompagnement personnalisé des personnes que nous accueillons, que nous accompagnons. Et ces projets personnalisés, ce sont aussi des projets parfois soignants, mais c'est d'abord une prise en compte globale de la personne. Et n'oublions pas, et on l'a évoqué hier sous l'angle aussi avec la présidente de l'UNAFAM, que nous n'accueillons pas une personne seule, mais nous l'accueillons avec son environnement familial ou amical, et qu'il ne faut pas l'oublier, on les a très longtemps oubliés, les proches qui sont aussi dans une situation de souffrance ou de culpabilité, et dans les offres à continuer à faire évoluer les formes de soutien aux aidants, qui sont aussi une orientation forte des politiques publiques aujourd'hui, puisqu'il y a un programme dédié au soutien aux proches aidants, et continuer à avancer sur l'évolution de notre offre, notamment de répit. Les enjeux pour moi, pour Sainte-Marie aujourd'hui, et je suis porteuse de ça, c'est d'avancer sur l'acculturation des établissements tels qu'ils sont aujourd'hui pour partie très centrés quand même sur une organisation et un fonctionnement qui reste sanitaire, mais avec des services de la psychiatrie, voilà, de la santé mentale, dont c'est le cœur de métier pour Sainte-Marie, qui sont, et on le verra sur une des interventions de la table ronde, viennent compléter et renforcer la mission qui est la nôtre. Alors, l'offre médico-sociale de Sainte-Marie, elle est en pleine évolution, j'allais dire, elle est en pleine révolution avec les sollicitations qui peuvent être aujourd'hui faites auprès de l'association. J'allais dire, c'est aussi difficile avec un paysage politique qui n'est pas clair, des pilotages qui ne sont toujours pas affirmés, des réformes attendues qui sont à la peine, c'est-à-dire qu'on a... Enfin, la réforme du grand âge, on l'attend depuis 2010, voilà, par exemple. Alors, on a des choses qui avancent, mais néanmoins, aujourd'hui, on arrive à des systèmes et des organisations à bout de souffle. Alors, j'ai utilisé le terme de burn-out pour les EHPAD parce que c'est aujourd'hui une vraie problématique d'un système qui ne fonctionne plus et qui met à mal voilà, des bon nombre d'établissements aujourd'hui. Ce qu'on a aussi à avoir en tête, c'est que les politiques publiques et les dispositifs qui se mettent en place
ont une vocation aujourd'hui centrale, qui est le soutien à domicile, et de façon plus large pour le médico-social, une primauté d'accès au droit commun. Alors, on adore en France multiplier, complexifier les choses, même si on affiche une simplification des dispositifs. Aujourd'hui, on a un secteur qui est loin de se simplifier, fait et défait ce qui existe, parfois ce qui fonctionne bien, on le refait sous une autre forme. Et par contre, la particularité, c'est la multiplication aujourd'hui des dispositifs. Alors qu'ils soient Communauté 360, DAC, CLIC, qui existent encore dans certains départements, des CLS, des CPTS. Alors, j'utilise les acronymes si vous connaissez, je pense, tous. Les CRT, des CTS, des MDA, des PTSM. Et je mets en avant le fait qu'aujourd'hui, il y a un métier qui a de l'avenir, c'est la coordination. Voilà, ce sont des dispositifs qui ont tous des coordinateurs, et bientôt on aura peut-être des super coordinateurs. Voilà, c'est un secteur qui est aussi en transformation avec du coup, comme son schéma est abouti, voire dépassé aujourd'hui, on est amené à constater des nécessités de fusion, de coopération de façon incontournable, parce qu'il est aujourd'hui nécessaire d'être plus nombreux et plus forts pour faire face aux évolutions, et on le verra dans le cadre de la table ronde, qui s'annoncent et qui peuvent s'annoncer de façon massive. Et donc, la force de proposition qui peut être celle de Sainte-Marie, c'est aussi parce que progressivement, elle pèse de plus en plus dans le paysage de l'offre médico-sociale. Alors, je vous ai fait un petit focus sur un nouveau service qui va se mettre en place, qui est en expérimentation, qui est le service public d'accès à l'autonomie, donc qui sera à terme, qui est en expérimentation dans certains départements et qui a vocation à être généralisé. Alors, on verra comment ça s'installe, mais qui est déjà un premier pas sur une approche liée à l'autonomie et pas une approche sectorielle PAPH. On est sur une vision générique de l'autonomie et de la perte d'autonomie. Alors pour Sainte-Marie, c'est aujourd'hui, pour ces évolutions à venir, c'est avec la force qui est la nôtre aujourd'hui, c'est de rester en veille sur ces opportunités qui arrivent, d'être autant que possible, être en proactivité, parce qu'on est aujourd'hui sollicité pour participer à la structuration des schémas départementaux, dans le cadre aussi des représentations qu'on a avec nos fédérations, et notamment la FEAP pour Sainte-Marie. On est aussi associé et représenté au niveau de l'ARS siège, et d'être porteur de projets sur des nouveaux dispositifs tels que les centres de ressources territoriaux, qui sont une concrétisation de nouvelles formes de maintien à domicile, et aussi de continuer à réfléchir, parce qu'on a déjà commencé sur comment on pouvait avancer sur des dispositifs alternatifs que peuvent être des accueils de jour, des accueils de nuit et autres dispositifs temporaires. J'ai oublié de dire aussi tout à l'heure par rapport à la force qu'on peut avoir, c'est que par exemple sur le département de la Haute-Loire où je suis en charge du médico-social, nous représentons 400 places sur le médico-social PAPH, et qu'à l'horizon de moins d'un an, on en représentera plus de 600. Donc ça représente aussi un poids qui justifie qu'on puisse être des acteurs associés aux organisations locales et départementales. Alors, l'enjeu pour nous, c'est bien d'être dans une anticipation de l'évolution et donc une adaptation de notre offre. Donc, les 4 interventions qui vont intervenir après ma présentation succincte, ce sera vous aurez un panorama croisé des différentes visions des évolutions de la population, de ces représentations et des services qui sont déjà mis en œuvre dans le cadre des coopérations de Sainte-Marie. Elle passera nécessairement par le fait de passer d'une notion
de dispositifs ou d'accompagnement en tuyau d'orgue par des notions de parcours, c'est-à-dire qu'on a une mission de garantir la continuité d'accompagnement et d'éviter tous ces interstices sans solution. Et il y en a aujourd'hui, on est confronté à des situations sans solution. Voilà. Bien sûr, l'enjeu, c'est aujourd'hui des établissements qui doivent penser une pluralité d'offres. Alors, ce qui ne va pas de soi aussi, parce que ça nécessite de travailler la gestion des ressources humaines en parallèle et les organisations de travail. L'émergence d'une offre en termes dispositifs, ça crée des passerelles entre le domicile et l'établissement, et c'est aussi nous amener vers des coopérations d'acteurs qui ne se connaissent pas toujours très bien, et c'est au service d'une offre de qualité. Si pour Sainte-Marie, à l'origine du développement d'un certain nombre de dispositifs médico-sociaux, il y avait le besoin de trouver des solutions pour des patients des services de psychiatrie. Aujourd'hui, on est sur un positionnement beaucoup plus large qui est de répondre à un besoin sociétal de personnes vulnérables et qui ont besoin d'avoir des solutions. Voilà, donc être un opérateur pour Sainte-Marie qui continue à valoriser ses valeurs humanistes fondatrices en renforçant sa lisibilité sur le champ du social et du médico-social. Voilà. Et je vous souhaite une attention, mais qui va être, je pense, assez aiguisée par nos intervenants. Et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour, Flore Leroyer. Donc aujourd'hui, c'est moi qui vais être le maître du temps et je serai donc rapide. Je suis quand même, en tant que local de l'ETAB, heureux de vous accueillir sur le territoire lyonnais avec les équipes lyonnaises que j'ai aperçues là et là. Je crois que la journée d'hier leur a montré toute la diversité et la richesse de l'association hospitalière Sainte-Marie et les transversalités qui peuvent exister entre nos différents métiers. En effet, le territoire lyonnais, c'est du médico-social aujourd'hui. Alors, ça n'a pas forcément vocation à le rester, mais en tout cas, ça l'est, avec du handicap mental et psychique, pour faire court, de la majorité jusqu'à la fin de vie. C'est donc le cœur du sujet aujourd'hui. Hier, pendant que nous parlions, le ministre Frédéric Valletoux a annoncé l'annulation de la consultation du Conseil national de la refondation sur la santé mentale. Je pense que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Je crois que les interventions d'hier et puis celles d'aujourd'hui vont nous montrer qu'on a quand même des raisons d'espérer qu'il y a des équipes et des professionnels qui sont mobilisés. Je crois que c'est ça la meilleure réponse aujourd'hui qu'on peut donner à ce que Christine a appelé des réformes à la peine. Voilà, je crois qu'il y a des équipes qui sont mobilisées. Alors je vais tout de suite et sans transition donner la parole à Éric Jugier. Éric Jugier un profil atypique aujourd'hui, polytechnicien, mine, une carrière brillante dans le groupe Michelin. Et il est aujourd'hui chez nous dans le cadre d'un mécénat de compétences, chargé d'une mission sur la question du vieillissement. Il en dira plus. Et je crois qu'il va nous donner aujourd'hui un peu des données objectives sur voilà, qu'est-ce que le vieillissement dans notre société et quelles sont les perspectives à moyen et long terme. Bonjour à tous et à toutes. Vous l'avez compris, je ne suis pas du tout un expert du médico-social. Je découvre depuis quelques mois où je travaille avec l'association. Donc quand M. Naziglia m'a posé la question de donner un éclairage sur les EHPAD et puis plus généralement sur le secteur de la personne âgée, j'ai essayé de comprendre quel était le contexte, quelles allaient être les évolutions futures, dans quoi on s'inscrivait, quelle était la situation actuelle, à travers des chiffres, des études, et aussi en allant sur le terrain. Et je remercie là, tous ceux qui m'ont donné du temps, m'ont accueilli pour m'expliquer leur métier, leur situation, faire visiter leurs établissements.
parce que ça m'a permis de comprendre un secteur que je ne connaissais pas du tout. Alors, en fait, ce que j'ai vu m'a interpellé. C'est-à-dire que, comme tout le monde, je sais bien que la France vieillit, et d'ailleurs que l'Europe dans son ensemble vieillit également. Mais en fait, ce qu'on a devant nous, et c'est le titre de ma présentation, c'est un tsunami. Donc si vous voulez garder juste une chose de ce que je vais raconter là par la suite, gardez cette image du tsunami du vieillissement. Le tsunami n'a aucun signe avant-coureur. On ne le voit pas. La mer est plate. Même le niveau de l'eau baisse un petit peu. Et puis d'un seul coup, il y a une vague énorme qui se crée à proximité de la plage, qui déferle, et le niveau de l'eau monte, 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 jusqu'à des hauteurs qu'on n'aurait jamais imaginées. Et ben, c'est ce qui nous attend pour le vieillissement, et ça arrive assez rapidement. Alors, évidemment, cette vague dont je parle, c'est celle des baby-boomers. Elle arrive, mais on ne la voit pas trop pour l'instant dans les institutions. Parce qu'en fait, elle arrive dans la tranche des 75-84 ans aujourd'hui, dans la décennie dans laquelle nous sommes, 2020 à 2030, la population des 75 à 84 ans va augmenter de 50%. Je répète, le nombre de personnes de 75 à 84 ans en France en 10 ans, là, cette décennie, augmente de 50%. Ensuite, ça continue à augmenter un peu, mais moins. C'est une marche d'escalier, hein, c'est vraiment le phénomène du tsunami. Ça fera 7,2 millions de personnes en 2050, c'est-à-dire largement plus de 10% de la population dans cette tranche d'âge. Évidemment, 10 ans plus tard, on retrouve cette vague dans la tranche d'âge des 85 ans et plus, qui va augmenter de quasiment 60% entre 2030 et 2040. Je répète, les personnes de 85 ans et plus, il y en aura 60% de plus entre 2030 et 2040. Et après, ça continue à augmenter encore, hein, 20% de plus, encore la décennie suivante. Donc, entre la population de 85 ans et plus qu'on a maintenant et ce qu'on aura en 2050, ça va doubler. Ça représentera pas loin de 5 millions de personnes en France de plus de 85 ans. C'est un tsunami, on ne le voit pas arriver. Pourquoi? Parce que quand on est dans une institution, quand on travaille dans des EHPAD, ben, la tranche des 75-84 ans, on n'en a pas tellement. Par contre, ceux de 85 ans et plus, ça ne bouge pas pour l'instant. 7,5% en 10 ans, ça ne se voit pas. D'ailleurs, il y a même des années où ça baisse, hein, s'il y a des phénomènes démographiques. Et quand on va dans les EHPAD, tous les EHPAD ne sont pas forcément complètement remplis. Enfin, il ne se passe rien là, pour l'instant ces années-là. Il y a des difficultés dans les EHPAD, mais ce n'est pas des problèmes de remplissage. Donc il faut bien comprendre que c'est une vague qui arrive en deux temps. Dans un premier temps, c'est ce qu'on vit en ce moment, la problématique, c'est surtout une problématique d'adaptation au vieillissement. Et quand vous regardez ce qu'il y a dans la loi grand âge là, qui a été passée récemment, bon, en fait, il y a une seule mesure concrète, hein, je suis un peu à l'emporte-pièce là, mais c'est 1,5 milliard pour MaPrimeAdapt. Comment on peut aménager son logement pour y rester? Ça correspond bien aux problématiques d'aujourd'hui, pas du tout aux problématiques de demain, qui vont être des problématiques vraisemblablement de perte d'autonomie et donc de massification d'une population qu'il faut absolument réussir à aider. Donc ça, c'est la démographie, c'est les chiffres. Maintenant, cette génération de baby-boomers, elle a aussi des attentes différentes. Alors c'est un peu impensif, hein, mais les baby-boomers, ils n'attendent pas la même chose que les générations d'avant, et en vieillissant non plus. Ils n'ont pas les mêmes attentes, pas les mêmes besoins, pas les mêmes exigences, et ça commence à se voir. Alors ça se traduit par des tas de choses différentes, mais la plus saillante, c'est les gens veulent vieillir chez eux. Alors vous l'avez vu dans la loi grand âge là, qui est passée, il y a un chiffre qui est cité, 92% des personnes âgées veulent vieillir chez eux. Ça ne veut pas dire grand-chose parce que c'est quoi vieillir chez soi? Alors si on pose des questions plus précises, si on demande est-ce que vous voulez passer le reste de votre vie dans votre logement, celui d'aujourd'hui, il y a les 2/3 des personnes qui répondent oui, c'est ce que je veux faire. Donc ça reste un chiffre très très conséquent. D'ailleurs, les seniors, pour les 3/4, sont propriétaires. Donc tout ça est assez cohérent. Donc ça veut dire que l'effort qui est attendu par cette génération
c'est de pouvoir rester chez soi, donc de pouvoir adapter son logement, d'avoir des aides à domicile, d'avoir des soins à domicile, et puis évidemment d'avoir de la prévention, et puis les aidants ont besoin de support. Donc tout ça, c'est assez cohérent avec ce qu'on appelle le virage domiciliaire, hein, très clairement, même si dans la pratique, pas très sûr que tout suive très bien. Mais voilà, c'est vraiment cohérent avec ça. Alors souvent, on me dit, oui, mais en fait, ça c'est ce que les gens pensent à 40 ans. Mais en fait, quand ils deviennent plus âgés et qu'ils s'aperçoivent qu'ils vont avoir des difficultés d'autonomie de toutes sortes, ils vont être beaucoup plus prêts à aller dans une institution. Ben, en fait, c'est l'inverse. Donc il y a une étude récente assez large là, du CREDOC qui a été faite à la fin de l'année 2023, qui montrait que 60% de la population générale se dit que si elle a des problèmes de capacité, elle va chercher d'abord à adapter son logement. Mais en fait, quand on interroge des retraités, c'est 13 points de plus, c'est-à-dire c'est les 3/4, 73% exactement, qui disent en fait, si j'ai un problème, je vais adapter mon logement, ça va être ma première priorité. Je ne vais pas penser du tout à l'institution. Donc vraiment, rester chez soi et avoir les moyens de le faire, c'est l'attente massive, unanime et très forte hein, de toute cette génération. Alors si on va à l'autre extrémité du spectre et qu'on regarde les EHPAD, alors c'est pas une surprise de dire qu'avec Orpea, le Covid, etc., les EHPAD, les gens n'ont pas trop envie d'y aller. Mais ce n'est pas une nouveauté, en fait. C'est un mouvement de fond qui se dessine depuis plus d'une quinzaine d'années et qui a juste été accentué par ces affaires très médiatiques. Mais en fait, c'était une tendance déjà présente. Donc, 40% des personnes déclarent qu'il n'est pas du tout envisageable pour elles d'aller dans un EHPAD. Ça, c'est la population générale. Et vous allez me dire, oui, mais peut-être que pour, par exemple, le public de Sainte-Marie, qui sont des gens qui ont moins de moyens, sont plus défavorisés, peut-être qu'aller dans une institution, c'est plus acceptable parce que, de toute façon, ils n'ont pas forcément les moyens de se débrouiller tout seuls. Mais en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que pour les plus modestes, c'est 50%, 10 points de plus, qui ne veulent pas du tout aller en EHPAD. C'est absolument hors de question. Voilà. Alors, j'ai laissé un trou là dans mon schéma qui est à peu près à l'échelle. Hein, si on prend en 2050 les personnes de 85 ans et plus, voilà, la part de l'EHPAD, hein, c'est une petite tranche, et la part des gens qui seront chez eux ou dans un nouveau chez soi, qui sont les habitats intermédiaires, parce qu'il y a des gens qui se disent « je veux vieillir chez moi, mais du coup je vais choisir un chez moi où je vais pouvoir vieillir plus facilement ». D'où le succès des résidences services seniors, par exemple, pour ceux qui en ont les moyens. Il y a une multiplication de ces résidences très très forte dans les années passées, presque anarchiques hein, à certains endroits. Les résidences autonomie, les anciens logements foyers, foyers-logements, qui reviennent en vogue, mais comme il n'y a pas de modèle économique, on ne voit pas encore ça concrètement, mais il y a une attente très forte que ces résidences autonomie se modernisent et se multiplient. L'habitat inclusif, beaucoup d'initiatives très différentes les unes des autres, et ça aussi c'est dans le paysage. Donc il y a ces habitats intermédiaires qui arrivent. Ce qui est intéressant de voir, on le voit aussi très bien dans l'étude qui a été faite fin 2023, c'est que ces habitats intermédiaires sont projetés comme étant des alternatives où on va vivre et vieillir, et pas comme un point de passage avant d'aller à l'EHPAD, pas du tout. Hein. Donc là aussi, il y a une attente qui ne correspond pas aux solutions d'aujourd'hui, parce que si on est en résidence service senior ou en résidence autonomie, ce n'est pas médicalisé, et il n'est pas question que ça le soit, au jour d'aujourd'hui. Mais en fait, l'attente, c'est de pouvoir y rester, et de pouvoir vieillir là, et pas d'aller dans un EHPAD un peu plus tard. Donc voilà le paysage. Alors je fais un petit zoom sur les EHPAD proprement dit, parce qu'à Sainte-Marie, pour l'instant, on a surtout des EHPAD. Donc si on regarde ce doublement de la population des personnes âgées qui va avoir lieu d'ici 2050, en fait on voit que l'essentiel de cette croissance énorme va être absorbé par le domicile et les habitats intermédiaires, c'est-à-dire que vraiment toute cette croissance, elle doit être supportée par la prévention, par l'adaptation du logement, etc. Et que les EHPAD, là j'ai pris les chiffres du Haut Commissariat au Plan, si vous regardez les statistiques qui ne sont jamais expliquées, mais en regardant les chiffres, on voit très bien que dans les départements, les ARS, etc., ils prévoient 0 augmentation de places en EHPAD, à tous les horizons. Alors, ils ne l'écrivent pas noir sur blanc, mais quand on regarde les chiffres, c'est ce qu'on trouve, quand on essaye de les décrypter. Hein. Donc en fait, les EHPAD, là, 9% d'ici 2050, autant dire rien du tout. Voilà le Haut Commissariat au Plan.
Donc en fait, les EHPAD de demain, on les a déjà, c'est ceux d'aujourd'hui. Donc ça, c'est la première conclusion. Et la deuxième, par contre, et on reviendra dessus dans les prochaines interventions, notamment le docteur Amblard, c'est que les EHPAD d'aujourd'hui doivent complètement se transformer s'ils veulent être ceux de demain en même temps. Puisque, d'une part, vous avez vu que les attentes sont complètement différentes, notamment l'attente domiciliaire. Aujourd'hui, un EHPAD, ça ressemble à un petit hôpital, et l'attente, c'est que ça ressemble à un chez-soi, avec ses horaires, son chien ou son chat, pouvoir recevoir sa famille quand on veut, etc., etc. Et puis, les personnes qui arrivent dans les EHPAD, ça se voit déjà, sont des cas qui demandent de plus en plus d'attention et de soins et de support. Vous voyez sur le graphique l'évolution année après année du pathos et du GIR moyen pondéré. Ben, ça augmente tous les ans et ça, c'est une tendance qui va continuer. Donc, les EHPAD d'aujourd'hui, il faut qu'ils deviennent ceux de demain. Il n'y en aura pas plus, quoi, en simplifiant, en caricaturant. Mais par contre, ils doivent complètement se transformer, y compris dans les bâtiments, parce que si on veut faire quelque chose de domiciliaire, si on veut accepter des personnes, des cas qui sont de plus en plus lourds, entre guillemets, il faut évidemment transformer beaucoup de choses. Donc si on résume l'équation, les ressources sont contraintes. Alors ce n'est pas les événements politiques et leur influence, leur impact sur la finance de l'État français qui va me contredire à ce stade, mais les moyens sont limités. On parle de l'armée, de l'éducation, de l'hôpital, etc. Donc sans doute que les limitations budgétaires qu'on connaît aujourd'hui ne vont pas s'alléger demain. L'attractivité des métiers, ce n'est pas non plus quelque chose qui se règle du jour au lendemain. En général, c'est des tendances de fond assez lourdes. Et j'ai parlé de la démographie. La démographie, j'ai parlé des personnes âgées, mais sur les actifs, on a un nombre d'actifs qui, dans le même temps, se réduit. C'est-à-dire que la population vieillit dans son ensemble. Il y a de moins en moins de jeunes et de moins en moins d'actifs. Donc l'attractivité des métiers ne va pas non plus se simplifier. Et en face, on a des besoins en forte augmentation, avec un doublement du nombre de personnes à accompagner, un très fort accroissement des multipathologies, le docteur Amblard va en reparler, et puis des pertes d'autonomie. Donc, est-ce que c'est un drame? Ben non, c'est plutôt une opportunité, parce qu'il y a énormément de personnes qu'il faut accompagner, et c'est la mission de l'association. Par contre, il faut trouver des solutions. Et ces solutions, il y a plein de sujets dont on pourrait parler. J'en ai choisi un parce que je pense qu'il est cohérent avec les sujets qu'on a abordés dans le colloque sur les métiers et puis ces nouveaux métiers, cette coordination dont parlait Madame Métainier. Aujourd'hui, on est assez cloisonné. Donc comment se recentrer sur les parcours, comment repartir de l'expérience des bénéficiaires, des résidents, pour améliorer leur expérience à eux, parce qu'ils attendent beaucoup de choses, mais aussi l'efficacité des différents métiers et des différents intervenants. À l'association, il y a aussi des hôpitaux et il y a des relations très fortes avec d'autres hôpitaux. Donc comment rendre tout ça plus fluide, le docteur Amblard va en parler aussi. Et puis, bien sûr, c'est ce que disait Madame Métainier, les EHPAD, ça peut paraître à première vue un peu comme un boulet, tel que je le présente, mais c'est aussi une plateforme, c'est-à-dire c'est pour améliorer le service, le soin au domicile, le support aux aidants, etc. Et il faut avoir des bases. Et comme il y a plus d'EHPAD en France que de bureaux de poste, vous voyez que c'est des bases très locales qui permettent potentiellement, si on change le modèle, de pouvoir soutenir du domicile, du support aux aidants, avoir des plateformes pour les personnels aussi, pour rendre le travail plus motivant, parce que les gens qui font les soins ou le service à domicile, qui sont tout seuls toute la journée, c'est pas toujours très facile en termes de motivation et de management. Voilà. Donc ma conclusion, c'est qu'il y a un tsunami qui arrive, hein, gardez cette image, que par rapport à la mission de l'association, c'est une opportunité, en fait, hein, il y a un challenge devant nous. À la fondation de l'association Balper-Chiron, il avait lui aussi un challenge, il a trouvé des solutions innovantes. C'est sans doute le moment de se dire, n'attendons pas qu'on nous donne des orientations sur ce que doivent devenir les EHPAD ou les résidences autonomie, etc. Prenons l'initiative, cherchons des nouveaux modèles, utilisons ce que nous avons. Et j'ai rencontré pas mal d'entre vous dans la salle là, qui déjà ont pris des initiatives au niveau local, mais avec la force de la vague qui arrive, il faut accélérer. Et quand il y a une initiative qui marche bien, il faut être capable de la généraliser.
Voilà, merci. Merci pour cette intervention limpide et lumineuse. Je dois dire que ça paraît très simple comme ça, mais les chiffres sont difficiles à ressortir. Dans beaucoup de documents, dans les schémas départementaux, on en échangeait. Il y en a certains qui ne citent pas de chiffres, hein, il n'y a pas de perspective, on ne voit pas tellement vers quoi on va. Et là, voilà, on a une route qui est tracée et derrière, il faut être innovant. Voilà, nos intervenants vont parler de ce qu'ils font dans la prise en soin. Donc, c'est une intervention à 2 voix, 10 minutes chacune. Je vous laisse la parole. Je suis... Ah oui, c'est bien. C'est bien ce que je craignais. Voilà, je pense que c'est mieux. Juste, je ne vous ai pas présenté. Hein. Le docteur Emmanuel Amblard, qui est gériatre et médecin coordonnateur pour les EHPAD à Sainte-Marie Puy-de-Dôme, et le docteur Estelle Veillet-Perret, médecin-chef au pôle gériatrique personnes âgées au CH Sainte-Marie Clermont-Ferrand. Oui, alors bon, c'était l'inverse normalement. Eh ben, comme tu veux. Ben, je passe et on pourra revenir en arrière. Ça pose pas de souci. Hop là. Alors, eh ben non, c'est bon du coup. C'est bon. Bon, eh bien bonjour. Donc je suis le docteur Veillet-Perret, je suis psychiatre et je suis le médecin responsable du pôle de la personne âgée de psychiatrie au CHSM de Clermont-Ferrand. Merci beaucoup déjà de nous avoir invités. Je pense que c'est effectivement un sujet d'actualité. Et puis, merci beaucoup de tout ce que vous nous avez présenté. De ce fait, je ne vous assommerai pas de chiffres. Alors, je vous dirai simplement, effectivement, quelques chiffres qui peut-être vont plus introduire le sujet que nous allons vous présenter. Pour ma part, tout ce qui est l'aspect psychiatrique, en fait. Pourquoi, effectivement, on peut s'interroger, hein, pourquoi un établissement psychiatrique irait sur les établissements médico-sociaux, hein, et puis quelle articulation, effectivement, on va pouvoir proposer. Et je pense que, justement, on va pouvoir donner un peu des aspects beaucoup plus positifs. Ouf, allons-y, et donner des aspects qui donnent espoir. Alors, je vous donnerai juste un chiffre, hein. Actuellement, une personne sur 2 de plus de 70 ans prend des psychotropes. Voilà, donc comment on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on veut faire de ça? Alors, la psychiatrie du sujet âgé, la psychiatrie du sujet âgé est une surspécialité très jeune, elle, pour le coup, puisqu'elle a été définie par l'OMS en 1996 seulement. Alors, son domaine, c'est toute la psychiatrie, très clairement. Elle se caractérise effectivement par une orientation communautaire. Et puis, ce qui me semble intéressant, c'est qu'elle traite les patients qui sont en âge d'être à la retraite. Donc, logiquement, nous ne serons jamais vieux. C'est chouette quand même, ça. Moi, je trouvais que c'était une bonne idée. Enfin, en tous les cas, on a déjà gagné 2 ans. Alors, donc spécialité très récente. On a une reconnaissance universitaire aussi très récente, avec un cursus spécifique, hein, au même titre, par exemple, que la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Elle est présente dans les CHU, les centres hospitaliers. Bien sûr, se pose la question de sa place, et puis, plus spécifiquement aujourd'hui, va se poser la question de sa place au niveau des EHPAD, mais aussi et particulièrement au niveau du parcours de vie, en fait, hein, d'une personne qui vieillit, avec ou non des troubles psychiatriques auparavant, ou avec des troubles psychiatriques des nouveaux. Côté EHPAD, effectivement, je vais juste reprendre 1 ou 2 chiffres, hein, je ne vais pas vous noyer sous les chiffres. Mais il faut quand même savoir que 80% des résidents en EHPAD présentent une pathologie neuropsychiatrique. Alors, ça recouvre 30%, pour 30% un épisode dépressif, hein, soit des nouveaux, soit sur un parcours en fait, de troubles dépressifs récurrents auparavant.
30% une pathologie neurodégénérative, et là ça va recouvrir effectivement tout ce qui est pathologie plutôt démentielle, plutôt neurodégénérative, donc maladie d'Alzheimer entre autres, avec effectivement tout son lot de pathologies psychiatriques associées et dont on sait maintenant en fait qu'elle fait partie intégrante de la pathologie. Les états anxieux qui sont extrêmement fréquents, et puis quid des pathologies psychiatriques vieillissantes, et on va voir là aussi, et le docteur Manès-Samblard nous l'expliquera bien, que l'on est là effectivement sur un vrai problème. Comment arriver à intégrer sur un même établissement à la fois des patients psychiatriques anciens qui intègrent jeunes, qui vont intégrer parfois avant 60 ans un établissement médico-social, et à l'inverse, des gens en général, et on va voir effectivement dans ce tsunami des gens beaucoup plus âgés, 85, 90 ans, qui vont intégrer un EHPAD mais avec une polypathologie en fait, et comment on va arriver à faire se rencontrer ces deux types de populations qui sont amenées potentiellement à vivre ensemble. Alors quels sont les enjeux? Effectivement, là aussi c'est ce qui s'est dit auparavant, faire émerger vraiment pour le patient, côté patient, faire émerger les capacités persistantes. Donc, que l'on soit en EHPAD ou que l'on soit à domicile, l'enjeu très clairement des psychiatres, des gériatres, c'est vraiment de faire émerger les capacités persistantes, c'est de favoriser l'autonomie. Or, on sait parfaitement qu'on peut parfaitement être dépendant physiquement, mais psychiquement, intellectuellement, être encore très autonome dans sa tête et encore avoir ses capacités de décision. Permettre l'autodétermination et particulièrement de son lieu de vie. Et puis appliquer au mieux les connaissances que l'on a à l'heure actuelle, aussi bien médicamenteuses qu'au niveau des psychothérapies. S'il y avait un message à faire passer, c'est que très clairement, oui, on peut changer l'image de la vieillesse, oui, on peut changer l'image que l'on peut avoir aussi de la psychiatrie concernant le sujet âgé. Oui, on peut appliquer des psychothérapies, oui, on peut aider, oui, on peut soutenir, et oui, on peut être heureux à 95 ans. Je pense que c'est vraiment important qu'on arrive enfin à avoir cette image de la vieillesse. Pour les équipes concernant la psychiatrie, c'est vraiment avoir une référence spécialisée, c'est avoir un soutien adapté, et puis c'est pouvoir avoir un espace de réflexion aussi pluridisciplinaire. Alors, le champ est large, comment on va s'articuler, effectivement. Il y a une certaine évidence sur psychiatrie, sujet âgé, neurologie, gériatrie, encore que le docteur Manès-Samblard nous dira que ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Et puis quid des autres spécialités, comment on s'articule avec le cardiologue, le rhumatologue, etc. Question primordiale, effectivement, de l'éthique. Je pense vraiment que nous avons la chance d'être invités en tant que psychiatre sur les CVS des EHPAD de Sainte-Marie, par exemple. Et je pense que c'est extrêmement important. Nous organisons, et ça tu en parleras, de plus en plus des réunions multidisciplinaires avec le patient, avec le résident, enfin avec la personne, très clairement, pour déterminer ensemble le projet de vie, l'évolution, qu'est-ce que la personne souhaite, en fait. Et puis bien sûr donc l'articulation entre nous. Alors quelles sont les difficultés rencontrées? En fait il y a une véritable souffrance, et je vais pas revenir effectivement sur les scandales des EHPAD qui ont pu malheureusement intervenir. On a une souffrance partagée résidents, soignants, famille, où à un moment donné effectivement les soignants peuvent rentrer chez eux un peu désespérés en se disant c'est pas comme ça que j'avais envisagé mon métier. Les moyens, il n'y en a pas beaucoup et je ne suis pas sûre qu'on en aura beaucoup. Donc je pense que la grande force et la grande chance d'appartenir à la HSM, c'est très très clairement qu'on va pouvoir s'articuler et qu'on va pouvoir faire des choses bien, humanistes, comme on le pense et comme on l'espère tous ensemble. Très clairement, on a des difficultés d'évaluation de la dépendance à l'entrée quand il s'agit, par exemple, de patients psychiatriques au long cours. On a tous peut-être plus ou moins vu comment était fait une grille, ce qu'on appelle les grilles Agir, d'évaluation de la dépendance. Et pour nos patients psychiatriques au long cours, c'est tout simplement inapplicable.
C'est tout simplement inapplicable parce que, bah, oui, ils se lavent les dents, oui, ils se lèvent et oui, ils sont capables de manger, mais le font-ils spontanément? Le font-ils aux horaires qu'un EHPAD réclame? Le font-ils comme on le souhaite? C'est un autre problème. Donc, on a déjà évoqué le problème du mélange des profils, hein, particulièrement avec une présence de handicap psychique. Très clairement, donc, la problématique de la cohabitation de patients âgés de plus de 80 ans avec des patients âgés de 60 ans, en général plutôt psychotiques et issus de la psychiatrie. Il ne faut pas se leurrer, le manque de place en sanitaire qui fait qu'à un moment donné, on a quand même cette tentation de se dire ben, le passage au médico-social nous libère des lits. Comment on fait ça? Comment on gère pour que ce soit un vrai projet et pas juste trouver une case pour nos patients? Et enfin, bah, comment on va effectivement arriver à codifier tout ça? Donc, comment on fait? Qu'est-ce que la psychiatrie peut apporter? Comment, donc ça va être le point de vue du psychiatre, puis nous aurons après le point de vue du gériatre et médecin co. Alors nous, ce qu'on peut apporter, hein, c'est très clairement la mise en place d'un suivi spécialisé pour les résidents présentant un trouble psychiatrique des nouveaux. Et on sait malheureusement que les épisodes dépressifs ou anxieux, lorsque la personne rentre en EHPAD, bah, malheureusement, sont fréquents. Hein. Ça suppose donc un repérage en amont et ça suppose une articulation en amont, très clairement, que l'on puisse être présent au moment de l'arrivée, voire même avant, et que l'on puisse mettre en place ce qui va pouvoir aider et soutenir. Quand on entend les chiffres, en gros, bah, beaucoup malheureusement de nos résidents rentrent sans forcément être complètement d'accord, ou en tous les cas, quand ils le sont, c'est parfois un pis-aller. Donc c'est vrai que comment le transformer et comment accompagner dans cette décision. C'est la poursuite du suivi, voire l'intensification de ce suivi lorsque les patients présentent des troubles psychiatriques chroniques auparavant. Ça suppose là aussi une coordination en amont de l'entrée du résident. Et bien sûr, quid des troubles psychocomportementaux des démences, puisque là aussi, pour l'instant, alors là par exemple, ça fait partie malheureusement des problèmes extrêmement fréquents et où pour l'instant on n'a pas forcément une réponse parce que nous ne sommes pas assez nombreux. C'est très pragmatique, c'est très pratico-pratique. Alors, quels sont nos moyens? Qu'est-ce qu'on peut proposer? L'équipe mobile, actuellement, c'est déjà ce qui se passe, hein, des équipes mobiles qui se déplacent auprès des résidents sur leur lieu de vie. Quand c'est possible, un psychiatre, parce que nous sommes un peu une espèce en voie de disparition, mais malgré tout, quand on peut, on le fait. La formation des équipes d'EHPAD, les consultations et particulièrement des psychologues sur place, les consultations de psychiatres et de psychologues sur les CMTP, les activités thérapeutiques en CATTP, un hôpital de jour. Très clairement, ce n'est pas parce qu'on est âgé, ce n'est pas parce qu'on est en EHPAD, ce n'est pas parce que je ne sais pas quoi qu'on ne peut plus bénéficier de toutes ces structures. Bien au contraire. La prise en charge intensive en hôpital de jour lorsque c'est nécessaire et à l'extrême, l'hospitalisation. Donc des rapprochements et un travail en harmonie indispensable. Qu'est-ce qu'on propose aussi? Alors, sur Clermont, actuellement, il y a vraiment une vraie effervescence autour du sujet âgé, avec l'exemple du travail, bien sûr, avec les EHPAD du CHSM, le passage des équipes mobiles, les consultations privilégiées, et puis des synthèses à chaque fois que cela est nécessaire et possible. Et effectivement, on a d'autres solutions qui peuvent se proposer. Alors, le Puy-en-Velay, par exemple, est le seul endroit qui a proposé en France un EHPAD spécialisé. Donc, c'est Marie-Pia. Je ne sais pas où sont les équipes du Puy. Je cherche les équipes du Puy. Voilà. Donc, Marie-Pia, que nous avons eu la chance d'aller visiter, c'est un très bel établissement. Et c'est vrai que c'est une forme de solution tout à fait intéressante. C'est clair que ça demande des compétences et des équipes très formées et très spécifiques. Nous avons l'exemple sur Clermont de l'USLD Sainte-Jeanne d'Arc qui est en train de se mettre en place et qui là va proposer effectivement et propose, alors j'espère l'an prochain ou dans 2 ans, vous faire un retour de ce que nous avons pu faire. Donc un USLD qui ne se dit pas spécialisé, qui ne dit pas son nom pour l'instant, mais qui a cet objectif. Pas d'âge inférieur limite. Proposition effectivement de pouvoir accueillir des patients très handicapés par leur pathologie et pas complètement stabilisés.
Ça fonctionne très bien puisque les places sont déjà complètement prises, effectivement, mais avec l'idée de pouvoir avoir un turnover, avec l'idée de redonner à l'USLD ses lettres de noblesse, c'est-à-dire qu'on est sur une unité de soins longue durée, on continue du soin, on accueille aussi, c'est un hébergement, ça prend le temps que ça prend 1 an, ça prend 2 ans, ça prend 3 ans, mais avec la possibilité derrière peut-être de refaire un autre projet de vie à domicile ou en EHPAD. Et puis bien sûr, je donnerai, j'en dis juste un mot, mais Emma en parlera mieux, bien sûr, la réunion des EHPAD à proximité du centre hospitalier Sainte-Marie, la réunion de deux des EHPAD du Puy-de-Dôme, avec l'idée effectivement d'y associer une plateforme de services. Effectivement, on est vraiment dans une modernité, dans une proposition multiple. Donc, au total, bien entendu, le rôle de la psychiatrie de secteur, de la psychiatrie de la personne âgée, mais aussi d'autres voies que l'on est en train de mettre en place. Le rapprochement du médical et du médico-social, le travail en vraie coordination. Et puis, j'ai envie de dire, nous pouvons tous devenir... comme Lise nous l'a dit hier, de vrais pères aidants, puisque la seule façon de ne pas mourir, c'est de vieillir, et du coup, nous allons être des pères aidants pour ceux qui arrivent après. Merci beaucoup. Je vous ai mis une petite bibliographie, si vous le souhaitez. Alors, le retour en arrière. Non, mais c'est bon, on va... Oui, c'est bon. Je prends le relais pour donner place au débat plus tard. Je poursuis rapidement pour optimiser notre temps. Optimiser, c'était le titre de notre intervention. Optimiser nos organisations, car Éric Jugier vous a présenté la toile de fond. Et je rajoute une toute petite couche avant de débuter, avec cette courbe qui montre que l'incidence des maladies chroniques et invalidantes augmente avec l'âge. La seule qui commence plus tôt, elle est en orange, ce sont les troubles psychiatriques à partir de 20-30 ans, mais qui malheureusement se poursuivent au long de la vie et s'ajoutent en premier lieu les diabètes, les troubles neurocognitifs, les maladies neurodégénératives et les cancers. Et le gériatre commence à rentrer dans le dur à partir de 75 ans. Vous voyez, j'ai fait une barre noire, ça commence à chauffer, avec l'accumulation des pathologies chroniques. Ainsi, 70% des plus de 75 ans présentent plusieurs pathologies. Seuls 30% peuvent se vanter de rester autonomes chez eux sans aide. Donc, on a vu les attentes, mais il faudra que ça corresponde aux capacités réelles. Et je rebondis sur cette vague du tsunami. Éric, vraiment, c'est tout à fait ça, je n'ai rien à rajouter. On en débattra tout à l'heure. C'est une image qui m'allait bien. Nous en débattrons tout à l'heure, bien sûr. C'est une image, c'était pour sensibiliser. Bien sûr, c'est une image pour sensibiliser. Du coup, vieillissement plus augmentation de l'incidence des pathologies chroniques, le résultat, c'est une augmentation massive des ALD, c'est un chiffre qui parle, j'ai été le chercher, plus de 45% d'ALD entre 2008 et 2021, et ce n'est que le début. Quelques chiffres, 1,7 million de cancers actuellement, plus de 2,5 millions. Et pour ce qui est des affections psychiatriques, nous sommes passés de 950 000 à plus d'1,5 million. C'est simplement pour planter le décor. Ce sont des chiffres concrets. Et je passe à mon sujet pour vous parler des 2 EHPAD mixtes. Je les appelle mixtes car il y a 3 types d'EHPAD. Les EHPAD polyvalentes classiques, où il y a parfois une personne âgée atteinte d'affection de troubles psychiatriques, ou parfois 0, elles sont barrées. C'est la vraie vie.
les EHPAD spécialisés, Marie-Pia, Sainte-Thérèse au sein Intramuros OCH, et le nouveau un concept qu'on découvre un peu, le concept d'EHPAD mixte, qui reste ouverte sur la ville, qui est vraiment un support et qui ne se barre pas et qui est vraiment essaie de répondre à tous les besoins de la population âgée. Donc je vais me cibler sur nos deux EHPAD mixtes, dont les deux directrices sont avec moi d'ailleurs pour les questions plus tard, le Castel-Bristol et le Cap-Vert. Et sur cette filière, je vais me cibler sur la filière des patients avec troubles psychiatriques vieillissants qui me sont adressés du CH, à 90% le CHSM, mais nous sommes un peu identifiés sur le territoire et nous avons quelques demandes du CHU maintenant qu'on a pris nos marques. Donc, je ne reviens pas, des patients plus jeunes, une génération de moins que la population avec laquelle ils cohabitent. Cette population avec ces troubles des novos, je n'en parle pas parce que malheureusement, ça arrive à un tel stade que je n'ai même pas le temps d'attendre l'efficacité d'un antidépresseur, malheureusement. Moyenne de survie en EHPAD, sur cette population classique, 15 mois, actuellement. Pour cette population plus jeune de troubles psychiatriques vieillissants, la durée de vie dans nos EHPAD est beaucoup plus longue. Donc c'est vraiment une population spécifique. Au Castel-Bristol, nous avons 38% de patients donc, qui nous viennent du CH avec ces troubles. Avec des patients, nous avons des autorisations pour des moins de 60 ans, 3 à 4. L'ARS nous en autorise, ça reste maîtrisé, mais nous pouvons, chaque EHPAD peut accueillir des patients plus jeunes. Le ratio préconisé pour une bonne intégration, j'ai lu ça dans les textes, bon, 10%, mais bon, à 38%, presque 40%, on a une expérience, ça peut très bien marcher. 70% sont des psychoses stabilisées et déficitaires. Je rappelle que 30% des psychoses vivent en EHPAD, vieillissantes, sont en EHPAD, un tiers. Hein, donc là, il y a... Ils sont polypathologiques, je ne parle pas de comorbidité, puisqu'au stade où je les accueille, les autres pathologies ont déjà rattrapé la maladie psychiatrique. Donc je suis devant des tableaux polypathologiques. Et souvent, la priorité va être au diabète et je vais négliger le trouble psychiatrique bien stabilisé, ne va pas forcément parler. Voilà. Une polymédicamentation, on en a parlé hier, 80% ont plus de 10 lignes, alors qu'on sait que les recours en gériatrie, c'est 5 lignes. On a 5 cartouches. On en reparlera, on ne pourra pas traiter de manière optimale toutes les pathologies. Il va falloir hiérarchiser, choisir. Le GIR, 70% GIR 3-4 mobile. Ce sont des résidents qui bougent, mais qui perdent leurs points, justement, parce que ce n'est pas spontané, parce qu'il faut être là, il faut les coacher. Des patients chronophages, dans notre EHPAD du Cap-Vert, les week-ends, il y a une infirmière pour 75 résidents. Donc, quand il y en a un ou deux qui monopolisent 80% du temps, le lundi, c'est vrai que j'ai quelques souffrances. Voilà. Alors, ils se plaisent, la qualité de vie est formidable, ils ont l'habitude de l'institution, donc l'EHPAD, c'est un vrai épanouissement. On a des exemples, on pourra en débattre. Voilà. Et les demandes en augmentation. J'évalue, j'ai pas 25% de tout le territoire, même des services psychiatriques privés. Les demandes de ces troubles vieillissants sont en augmentation devant la baisse des lits et cette culture de désinstitutionnalisation. Alors, un maître mot, l'équipe, ça coûte pas cher. Hein. Et on a trouvé, pour optimiser notre collaboration, l'arme qu'on a trouvée, c'est de créer ces équipes pluriprofessionnelles, sanitaires, médico-sociales, avec le résident si possible. Et on arrive à construire et à établir de vrais projets. Tout ça, en plus de l'équipe mobile qui vient 2 à 3 fois par semaine sur nos structures. Les hôpitaux de jour, il y a 2-3 résidents en permanence qui font les allers-retours. C'est pour ça que les consultations programmées, d'IPA ou de psychiatre, qui deviennent des fois, tous les 6 mois, qu'on désintensifie, on peut le dire, pour optimiser le circuit. Au sein de l'EHPAD mixte,
L'originalité, c'est une réunion pluriprofessionnelle hebdomadaire avec le médecin coordonnateur qui va directement appeler la collègue d'amont, on s'appelle presque tous les jours, pour coordonner. On ne ferme aucune porte. Nos patients qui peuvent se rapprocher d'un territoire, EHPAD classique, pas de souci. Et les domiciles, c'est rare, mais ça arrive. Donc, un décloisonnement médico-social et sanitaire. On cède des ressources du territoire, les courts-séjours gériatriques, avec l'équipe mobile, les HAD, l'astreinte de nuit. Et alors, le message que je voudrais transmettre, c'est ce travail pluridisciplinaire, entre disciplines de médecins, gériatres, neurologues, psychiatres, médecins traitants et somaticiens. Si possible, voilà, travailler ensemble. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Complètement. Associer les soins somatiques et psychiatriques. Essayer de travailler ensemble. Justement pour hiérarchiser et arriver à élaguer peut-être l'ordonnance. Si on ne travaille pas ensemble, on n'y arrive pas. Dans ce contexte de discussion sur la fin de vie, un mot sur les soins palliatifs, dont on ne parle pas beaucoup en psychiatrie, alors que nous avons affaire à une maladie chronique qui ne guérit pas et qui s'aggrave et qui s'accumule aux autres pathologies du vieillissement. Et donc, à des stades, avec les échelles, je donne l'échelle Palliadis qui peut aider à des équipes à statuer, nous sommes en soins palliatifs. Et on le marque sur le dossier. Alors, l'exemple, un trouble psychiatrique vieillissant de 62 ans, sur lequel s'est rajoutée une démence toxique. Nous décidons avec le psychiatre de la mettre en unité protégée. Nous allons la gérer avec l'équipe mobile de gériatrie pour ces troubles complexes. Le psychiatre, on échangera par téléphone, on va alléger, elle ne reviendra pas dans le circuit. On optimise, on évite des hospitalisations inutiles, inappropriées. L'objectif, c'est de les garder le plus longtemps possible sur leur lieu de vie, jusqu'à la fin. Voilà. En amenant plutôt le soin sur l'EHPAD, plutôt que d'aller le chercher en amont, faire des allers-retours et perdre du temps et de l'énergie. Voilà, alors, je ne reviens pas sur les nouveaux métiers qui nous aident, là, avec maintenant nos IPA qui renouvellent les traitements, notre logiciel est adapté, et dans les EHPAD mixtes, on pourra peut-être, on en discutait hier soir, évoquer des IPA en maladie chronique. Hein, ça serait peut-être adapté aux EHPAD mixtes. Les ergothérapeutes, les neuropsys, les coordonnateurs de parcours, bon, on n'a pas tout ça, mais on va y travailler. Bien sûr, maintenir la formation professionnelle de santé. Sur le vieillissement, on a une formation simulateur de vieillesse, sur les troubles psychiatriques, et les associations du territoire, bien sûr. Enfin, on prend tout. On décloisonne, on prend tout pour se faire aider. Notre directrice pourra parler d'une association qui vient dans notre structure faire des ateliers. Voilà. Alors, un tout petit mot sur les nouvelles technologies, en particulier un mot sur NetSoin, notre dossier résident informatisé, qui est full web, et l'intérêt, alors on veut travailler ensemble, on veut optimiser, donc le docteur Estelle Pérévaille, à 18h, peut compléter un traitement de son patient dans mon EHPAD. Et le soir, l'infirmière peut... voilà. Donc, tout le monde peut prescrire à distance de son cabinet, les médecins traitants. Donc, encore un moyen d'éviter, de gagner du temps et d'optimiser notre organisation. Bon, via Trajectoire, c'est... Tout le monde connaît. Les formations en e-learning et la plateforme régionale qui porte la messagerie sécurisée. La messagerie sécurisée et des outils de staff dématérialisés. Un EHPAD ouvert sur la ville. Et j'ai fini. Juste la conclusion. Attendez, je passe. Donc l'EHPAD supporte des habitats intermédiaires
On en a parlé tout à l'heure. Je reviens sur mes 3 messages. Autour du résident, bien évidemment, et de ses aidants, mais malheureusement, au stade où on en est, ils les ont tous épuisés. Et dans 80% des cas, nous avons des tuteurs qui sont associés. Et donc, notre réflexion bénéfice-risque pour proposer des thérapeutiques proportionnées, éviter l'agression, hiérarchiser les pathologies chroniques. On ne sera pas bon sur toutes les pathologies. Il va falloir choisir ce qui est bien sur le lieu de vie pour notre patient, faire des projets de soins individualisés et surtout préciser le niveau de soins, jusqu'où irons-nous. Il faut que ce soit dans le dossier pour pas qu'on perde du temps à hospitaliser alors qu'on avait choisi une semaine avant des soins de confort sur le lieu de vie. Je vous remercie, excusez-moi d'avoir débattu. Merci, docteur, pour votre intervention rafraîchissante et passionnée. Je ne sais pas si vous nous avez donné envie d'aller en EHPAD, mais en tout cas, vous avez parlé de beaucoup de transversalité, de pluridisciplinarité, etc. Et c'est vraiment le cœur des préoccupations de la HSM. Donc, nous accueillons Nicolas Gallien pour une intervention qui fait suite voilà. Aussi à ce qui s'est dit là tout de suite, mais aussi hier sur ce nouveau métier d'IPA. Je crois qu'il va être le métier de ce colloque, puisque nous aurons encore des interventions d'IPA tout à l'heure. Bon, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Nicolas Gallien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis sur le centre hospitalier Sainte-Marie-du-Puy. Et j'interviens sur le pôle psychiatrie de la personne âgée, qui est un pôle très dynamique, comme on va pouvoir le voir dans ma présentation. J'ai voulu faire une présentation, alors je ferai moins de 20 minutes, rassurez-vous, parce que j'espère en tout cas beaucoup de questions de votre part, donc j'ai préféré avoir votre regard aussi, et puis vos questions, je sais qu'elles sont très nombreuses, et il y a beaucoup aussi d'a priori et de questions en suspens sur les IPA, donc je vais avoir beaucoup de plaisir à vous répondre. Donc je pense qu'on va faire 10 minutes, un quart d'heure. Et après, voilà, ça gagnera aussi du temps. L'IPA, vous savez, il est là pour faire gagner du temps médical, mais aujourd'hui, je vais faire gagner du temps pour vos questions, donc tout va bien. Alors, donc, un bref rappel, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà sur l'IPA depuis hier, et puis j'ai une pensée aussi pour Laurence Castello, qui est dans la salle, avec qui on a longuement discuté hier soir. Je vous ai mis un petit QR code, si vous voulez flasher avec votre smartphone, ça vous renverra directement sur la présentation qui a été faite lors du colloque Sainte-Marie, en 2021, donc qui était à Clermont-Ferrand, qui s'appelait donc un nouveau métier, les infirmiers en pratique avancée, donc avec Laurence Costello et Mélinda Arma. Voilà, donc pour faire un rappel extrêmement rapide, le diplôme d'IPA, c'est un diplôme de grade master, donc bac plus 5, 2 années supplémentaires d'études avec le choix d'une mention, donc il y a une mention supplémentaire depuis que vous aviez fait la présentation il y a 3 ans, puisque c'était encore en suspens à cette époque-là. Donc 5 mentions, la mention psychiatrie, santé mentale, qui est celle évidemment qui nous intéresse, la mention oncologie, hématologie, la mention maladie rénale chronique, dialyse et transplantation rénale, les pathologies chroniques stabilisées pour lesquelles on parlait déjà aussi tout à l'heure et qui a à mon avis un gros intérêt en EHPAD, et puis la dernière c'est la mention urgence qui est sortie il y a quelques années. Voilà, donc ça se fait en 2 ans. La première année c'est un tronc commun de toutes les mentions, donc on se retrouve tous dans les mêmes promotions, et puis après en 2e année chacun part dans sa mention de référence, les 5 que je viens de vous énoncer. Donc il faut aussi, les choses qui n'ont pas été dites, qui sont importantes à mon avis de rappeler, c'est qu'il faut 3 ans minimum d'expérience en tant qu'infirmier pour pouvoir exercer en tant qu'IPA. C'est-à-dire que rien n'empêche un infirmier diplômé d'État qui sort de licence de rentrer en formation IPA, encore que moi c'est vrai que c'est quelque chose que je ne conseille pas trop, puisqu'il faut avoir, je pense, un peu d'expérience de terrain, notamment au niveau des parcours de soins, des organismes, et puis de tous les gens aussi du terrain qui prennent en charge les patients. 3 ans, c'est vraiment le minimum. Mais en tout cas, s'ils sont diplômés en sortie de L3, donc en master, il faudra qu'ils attendent 3 ans pour pouvoir exercer. Donc c'est important de le savoir. Et puis, ce qui est, à mon avis, encore plus fondamental pour pouvoir exercer en tant qu'infirmier en pratique avancée, c'est qu'il faut qu'il y ait un projet d'implantation solide et que ça a été réfléchi en amont par les directions
et par les médecins avec lesquels l'IPA va travailler, puisqu'encore aujourd'hui, alors c'est de moins en moins vrai, j'y reviendrai, mais encore il y a une place très importante pour le protocole d'organisation qui est signé par le cadre de santé. Donc nous, on dépend des cadres sup à Sainte-Marie. Je crois que c'est partout pareil, que ce soit Rodez, Privas, Le Puy, Nice ou Clermont, on dépend des cadres sup en tant qu'IPA, et puis des médecins. Voilà, donc il faut que tout le monde ait réfléchi, se soit mis autour d'une table en disant, voilà, on veut un IPA, pas que ça soit un caprice de dire je veux un IPA parce que tout le monde a un IPA, mais savoir qu'est-ce qu'on va en faire et comment on va déployer ces fonctions, parce que je vais vous dire qu'on a aussi d'autres fonctions que celle qui est en tête un peu chez tout le monde, de dire que voilà, l'IPA, il va renouveler des ordonnances. Vous allez voir que c'est loin d'être ça. On ne fait pas que ça, heureusement. Donc l'IPA au sein de la HSM, j'espère que mes chiffres sont bons. S'ils ne sont pas bons, n'hésitez pas à me reprendre. Donc à Clermont-Ferrand, on a 6 IPA en poste. On a 2 IPA en fin de première année et 3 qui seront diplômés. Donc alors le mois prochain, tout dépend des jurys, soit à la fin du mois, soit au mois de juillet, peu importe. À Nice, on a 2 IPA en poste. Et j'aimerais faire aussi un petit hommage à Hamid, qui était un collègue à nous qui nous a quittés en début d'année. Voilà, donc on a aussi 2 IPA PSM et puis une PCS en formation. Donc Nice est un peu précurseur sur les IPA pathologie chronique stabilisée au sein de la psychiatrie, qui est à mon avis quelque chose d'essentiel, notamment, et puis c'est un investissement à long terme avec tout ce que vous venez de dire ce matin, toutes et tous, avec le vieillissement de la population. Au niveau de Rodez, donc on a 4 IPA en poste et 2 en fin de première année. À Privas, on a 2 IPA en poste, 3 IPA diplômés et 2 en fin de première année. Et sur le Puy-en-Velay, donc vous avez une IPA qui sera diplômée à la fin du mois, un IPA qui est en fin de première année, donc qui a validé aussi sa première année et qui va rentrer en deuxième année. Et puis le troisième, c'est la personne qui est en face de vous, qui est en poste depuis juillet 2022. Voilà, je ne vous ai pas dit aussi, je suis infirmier depuis plus de 20 ans également, dont 16 pratiquement jour pour jour au sein de la HSM. Je sais que c'est un peu la période des anniversaires en ce moment, donc voilà, je ne vais pas revenir sur ces événements douloureux. Donc le contexte de mon implantation, au niveau du pôle PPA, psychiatrie de la personne âgée, on a 2 unités temps plein, un hôpital de jour et des CATTP, qui n'apparaissent pas sur la diapositive, mais on fait aussi des CATTP. On est une équipe mobile de 6 professionnels infirmiers qui couvrent tout le territoire, et on a des conventions également avec l'immense majorité des EHPAD de la Haute-Loire. Donc les infirmiers se rendent de façon extrêmement régulière dans les EHPAD pour faire le suivi des patients et également repérer de nouvelles situations. Et on a également donc un CMP, je vais détailler dans la diapo suivante les professionnels qui composent ce CMP. Je vous ai juste mis, voilà, que vous vous rendiez compte un petit peu au niveau des actes qui sont en rouge sur le diapo, pour ceux qui sont au fond, qui ont des yeux un peu de mauvaise qualité comme les miens. Et la file active en bleu, vous voyez qu'à partir de 2017, on a une explosion des actes. Ça peut s'expliquer par l'arrivée aussi de nos infirmières coordinatrices qui ont pris en charge les patients à ce niveau-là et qui ont évité bon nombre d'hospitalisations. Je pense que ma cadre de proximité qui est dans l'assistance me contredira pas. Elles ont vraiment un rôle aussi essentiel. Donc le CMP, c'est un pôle qui est dynamique et investi. Vous avez pu le voir, Madame Vaipéré, quand vous êtes venue au Puy, suite à notre invitation, qu'il y a beaucoup de professionnels et qu'on essaye, avec les moyens qu'on a, de faire le plus pour nos patients, évidemment. On a également des consultations qui sont labellisées mémoire. Donc on a 3 psychiatres et l'arrivée d'une nouvelle psychiatre en septembre 2023, une jeune praticienne qui vient de la région du Rhône, une gériatre. On a 3 psychologues avec un temps dédié sur l'équipe mobile, l'HDJ et le CMP. Donc je vais y revenir un petit peu puisqu'on s'articule beaucoup, notamment au niveau de la Loiriste qui nous donne l'accès direct, mais j'y reviendrai plus tard avec les psychologues et les assistantes sociales. Et puis la neuropsychologue aussi également, on a eu pas mal à travailler ensemble, et puis on travaille régulièrement ensemble avec notre neuropsychologue qui est là aussi et que je salue. 3 secrétaires, donc 2 secrétaires dédiés au CMP et puis une secrétaire qui est plus en poste sur l'hôpital de jour. On a également 2 infirmières coordinatrices et puis voilà, un IPA depuis pratiquement 2 ans. Le CMP, donc comment s'organise mon activité? Donc je suis sur le CMP à 75%.
donc où je travaille notamment, la majorité de l'activité, c'est de la consultation et des relais de consultation médicale. On va y revenir aussi, puisque je vous ai dit tout à l'heure que je ne faisais pas que ça. Et un HDJ que j'ai calculé à peu près à quart temps, puisque j'y passe tous les jours, pour voir les patients qui sont en hôpital de jour, c'est-à-dire que chaque jour, on a des patients différents du lundi au vendredi, donc il y a un passage quotidien dans l'hôpital de jour. Le protocole d'organisation a été signé par tous les médecins du pôle, aussi bien les psychiatres que notre gériatre. Ce qui est assez intéressant, puisque dès mon entrée en formation, enfin dès mon entrée en poste, pardon, les médecins ont tout de suite signé le protocole d'organisation, puisque comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il était essentiel d'avoir un projet d'implantation solide, et puis moi aussi en amont, d'expliquer mes missions avec les médecins de la CME, pour dire ce qu'était l'IPA, puis surtout ce que n'était pas l'IPA. Donc la place de l'IPA, pour rentrer un petit peu dans les chiffres, ça c'est les chiffres de l'année 2023. Donc il y a eu 339 consultations en CMP. Il y avait à l'époque 69 patients en file active. Donc là maintenant, j'en ai beaucoup plus, puisqu'on est en juin 2024. Donc je pense qu'on approche les 80-90 patients en file active régulière. Et puis 50 patients en HDJ. Le calcul il est simple, on a à peu près 10-12 patients par jour en hôpital de jour. On a des jours où on en a 12, on a des jours où on en a 8. Donc ça fait une moyenne de 50 patients en plus à l'hôpital de jour. Le sexe ratio, vous le voyez, j'ai 64% de femmes et 36% d'hommes, et puis une moyenne d'âge de 78,80 ans, à peu près 80 ans de moyenne, et notamment beaucoup de troubles dépressifs. Voilà, puisque comme vous le savez, en population générale, en tout cas, on a 15% de la population de plus de 65 ans qui souffre de troubles dépressifs, et on en discutait encore hier soir, on a selon les études, entre 40 et 70% des résidents d'EHPAD qui ont une pathologie psychiatrique. Donc ça vous laisse un peu imaginer le champ des possibles, le champ d'action pour l'IPA. Au niveau de mes autres missions, l'année dernière, on a fait 8 jours de formation avec l'Institut de formation Sainte-Marie qui, si vous le savez, si vous ne le connaissez pas, on a un institut aussi de formation qui est certifié Calliope au niveau de l'association hospitalière. Donc moi je présente une formation qui s'appelle l'approche de la pathologie mentale du sujet âgé. On se déplace, pour le moment c'est dans la région, j'aurai le plaisir d'aller à Rodez, entre parenthèses, à la fin du mois d'octobre. J'ai une formation là dans 15 jours sur un EHPAD en Haute-Loire. Et j'ai formé à peu près 70 personnes déjà dans les EHPAD de Haute-Loire, mais pas que, puisque j'ai fait aussi des sessions de formation en SIAD. Donc les SIAD, c'est les services de soins infirmiers à domicile. Les gens qui interviennent à domicile pour justement faire un peu écho à ce que vous disiez tout à l'heure sur le maintien le plus longtemps possible. Et les gens, évidemment, souhaitent rester le plus longtemps possible à domicile. Et on s'inscrit aussi, nous, dans cette démarche-là de retarder le plus possible l'entrée en établissement. Au niveau des autres missions, donc on a présenté avec ma collègue neuropsychologue au mois d'octobre dernier, lors des semaines d'information en santé mentale, une conférence dédiée aux professionnels de l'ADMR. Donc l'ADMR sont des professionnels qui interviennent au domicile sur les troubles psychocomportementaux et puis les attitudes à adopter face à ces patients où ils ont beaucoup de difficultés. Donc on a monté une session de formation sur un après-midi avec ma collègue Madame Lédier. J'ai fait 11 sessions d'intervision. Alors je parle d'intervision et pas de supervision, parce que pour moi la supervision ça reste un terme qui est dédié aux psychologues. Donc on a fait de l'intervision avec l'équipe mobile psychiatrie de la personne âgée. Donc qu'est-ce qu'on fait pendant ces séances d'intervision? On amène des cas complexes et puis on en discute entre nous et ça permet une émulation et puis des prises en charge auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et puis moi je suis un peu le maître de cérémonie dans tout ça, et puis ça permet aussi aux équipes mobiles d'avoir un temps pour s'exprimer sur ces situations-là. C'est quelque chose qui rencontre beaucoup de succès, qui n'existait pas avant l'arrivée de l'IPA. J'ai rencontré de mon côté également 12 EHPAD pour mettre à jour la convention dont je vous ai parlé tout à l'heure avec l'équipe mobile. Ma cadre en a fait beaucoup plus, mais moi j'ai participé à mon niveau pour revoir ces conventions. On a présenté aussi une pépite sur la psychoéducation. Donc ça c'était un peu à mon initiative, c'était dans mon travail, dans le cadre de mon stage de M2 pour développer l'éducation thérapeutique. Donc c'était une pépite concernant la psychoéducation sur bien vivre avec une maladie de mémoire. Et là, donc c'est une éducation thérapeutique qui existe déjà, au niveau de la plateforme des volcans, qui est dans le Puy-de-Dôme. Et nous, on est en train de réadapter tout ça, de faire un petit peu notre sauce, entre guillemets,
sur comment vivre avec un trouble de l'humeur. Voilà, donc on est en train de le monter. On a eu un financement d'ailleurs pour acheter du matériel et je vous en remercie de croire en ce projet, même si on n'a pas obtenu la pépite. En tout cas, on a le financement pour monter ce projet. Vraiment, je tiens à vous remercier pour ça. J'ai également fait des cours à l'IFSI sur les troubles démentiels une fois par an, donc pour les 3e années. Tout ce qui tourne autour des démences, donc maladie d'Alzheimer, démence frontotemporale, démence vasculaire et autres. On a présenté un poster aussi qui a été mis brillamment en lumière par notre chargée de communication, Julie Aon, au CFP, donc, qui était à Lyon l'année dernière, sur mon mémoire, donc, qui était la rupture du parcours de soins des personnes âgées souffrant de dépression et le rôle de l'IPA pour limiter ce risque. Donc on a fait un poster qui présentait la revue de littérature qui était dans mon mémoire. J'ai une implication également dans le conseil scientifique de la HSM. Là encore une fois, merci. Vous allez dire que ça fait beaucoup de merci, mais voilà, c'est assez important, je pense, blague à part, de voir que l'association hospitalière, en tout cas, intègre aussi des IPA dans le conseil scientifique, ce qui est vraiment voilà, un signe d'aller en avant et puis de considérer les IPA dans le conseil scientifique. Donc merci vraiment pour ça. Et puis on a également, en notre mission, je vois que l'heure tourne, finalement je vous ai dit que je ferais moins de 20 minutes, mais ça va être compliqué. Mais on va y arriver. Le tutorat aussi et l'accueil des nouveaux IPA sur le CHSM. À venir donc des accueil des étudiants IPA, puisqu'on est terrain de stage pour les IPA. J'ai accueilli une étudiante PCS en mars 2024 et j'ai déjà une autre étudiante qui a réservé sa place en 2025. On a des implications avec l'UFR de médecine où je fais des interventions tous les ans aussi sur des retours d'expérience par rapport à de la recherche, notamment avec tout ce qui est de la recherche infirmière, les PHRIP, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont les projets hospitaliers de recherche infirmière et paramédicaux. Il y a une montée en puissance avec la Loiriste au niveau de l'accès direct. Donc j'ai des patients qui me sont adressés par des médecins de ville et puis des patients aussi qui me sont adressés par des gens de mon propre pôle. C'est-à-dire que j'ai des psychologues qui viennent m'adresser des patients, des psychologues de mon pôle qui me disent bah, « Tiens, je vois cette patiente, ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu de psychiatre, est-ce que tu pourrais la voir pour la remettre dans le circuit ?» Alors j'ai pas vocation de remplacer le psychiatre, rassurez-vous, mais de faire déjà un peu de déblayer le terrain et puis après de l'adresser au psychiatre pour que lui puisse gagner du temps médical, c'est-à-dire pour faire simple que le temps que je vais passer en consultation à déblayer le terrain, ça sera du temps que le médecin aura en moins à faire et puis qu'il pourra consacrer à des situations plus complexes. On développe aussi les liens entre la ville, l'hôpital, notamment avec le médecin consultation douleur, chez qui j'ai fait mon stage en première année, qui m'envoie aussi des patients et chez qui aussi j'envoie des patients. Et donc la reprise, comme je vous disais tout à l'heure, de sessions de psychoéducation et de TP sur les troubles de l'humeur en psychiatrie de la personne âgée. S'il faut retenir une chose, en tout cas pour ramener chez vous, l'IPA, je ne vous le dirai pas en anglais, hein, rassurez-vous, donc c'est pour ça que je vous dis s'il faut ramener chez vous le take-home message, ben, je l'ai dit, voilà, tant pis. Donc l'IPA, ça n'est pas une équivalence médecine, ni la recette miracle au manque de médecins. Ce qu'on disait un petit peu aussi en off hier, c'est que l'IPA est là pour gagner du temps médical, mais je pense que c'est une erreur en tout cas d'embaucher des IPA parce qu'on n'a pas de médecins. Non, on a des compétences supplémentaires en tant qu'infirmier avec une vraie plus-value dans la prise en charge. On reste infirmier avec des compétences élargies, on n'est surtout pas sous-médecin ou super-infirmier comme on peut lire des fois dans la presse, et ce qui m'agace un peu moi au plus haut point, donc non. On est infirmier, socle infirmier avec des compétences élargies, ça c'est très important. Et l'IPA donc permet un meilleur accès aux soins, des délais plus rapides de consultation, puisque nous on a peu de praticiens, on a un psychiatre qui vient de nous quitter pour retraite, là. Donc eh ben, on a des délais qui sont très très longs, et moi j'ai des délais de 15 jours, 3 semaines pour voir les patients, donc ce qui est déjà beaucoup plus rapide. Et donc ça permet, ce que je vous disais tout à l'heure, du gain de temps médical aussi. Et des nouvelles possibilités de coopération, psychologue, j'en ai parlé, médecin, et puis je ferai juste un dernier point sur les assistantes sociales avec qui je travaille beaucoup également, au niveau des dossiers via trajectoire. Alors je ne sais pas si ça vous parle, de dossiers via trajectoire, parce que c'est quelque chose qui est assez spécifique à la personne âgée. Donc il y a 3 volets dans le dossier via trajectoire, c'est en fait pour orienter les gens, soit en hôpital, soit en accueil de jour, pardon, et je fais le lapsus moi-même, soit en accueil de jour, soit en hébergement temporaire, soit en entrée en EHPAD. Donc l'assistante sociale, elle va remplir le volet social. Nous, on va remplir avec le médecin le volet médical. Donc moi, je vais remplir, quand je connais le patient, tout va bien, le volet médical. Et puis le médecin va valider à la fin, puisque ça reste un certificat médical. Moi, je vais gagner du temps en remplissant les parties que je connais, puisque je connais très bien les patients pour lesquels je fais ces dossiers. Et puis le médecin n'a plus qu'à relire
et à valider. Donc là aussi, gain de temps médical. Et enfin, la troisième partie, c'est la grille Agir avec la dépendance, le niveau de dépendance du patient et du résident. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention. Et j'espère vos questions nombreuses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne pensais pas qu'il y avait autant d'IPA à la HSM. Donc, votre intervention complète bien la présentation du métier qui a déjà été faite hier et aussi l'effervescence autour de la personne âgée. Je vous remercie. Et sans transition, un autre sujet avec Fabien Bancarel sur les stéréotypes négatifs et vieillissement, enjeux cliniques et éthiques. Vaste sujet également. Est-ce qu'on m'entend bien ou pas? Ouais, c'est bon. Ah. Allô? Ok, c'est bon. Donc bonjour à tous et à toutes, je suis Fabien Bancarel, donc psychologue en filière de réhabilitation psychosociale à Sainte-Marie à Rodez. Donc pour définir très brièvement ce qu'est la réhabilitation psychosociale, en fait c'est une approche en psychiatrie qui vise globalement à déstigmatiser les pathologies mentales et aider les personnes qui en souffrent à retrouver un certain équilibre et une qualité de vie satisfaisante. Donc finalement, on peut faire des liens entre la réhabilitation et le vieillissement, notamment en fait au travers de la question de la déstigmatisation par rapport au vieillissement. On va voir ensemble au cours de cette présentation qu'il s'agit là d'un réel défi. Donc avant de venir au colloque, en fait, j'ai mené un petit sondage pour voir comment les personnes en général se représentaient le vieillissement. Donc j'ai interrogé au total 89 personnes âgées entre 18 et 75 ans et elles étaient issues de milieux socioculturels différents. Donc en fait, je leur ai simplement posé une question, je leur ai demandé spontanément quels sont les 3 premiers mots qui me viennent à l'esprit à la lecture du mot vieillissement. Donc sans grande surprise, en fait, je me suis retrouvé avec les mêmes résultats que dans la littérature scientifique, c'est-à-dire que globalement, les personnes qui ont répondu au sondage avaient une vision plutôt négative en fait, par rapport au vieillissement. Ce qui est intéressant, c'est de savoir un peu qu'est-ce qui se cache derrière ces chiffres. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai procédé à une analyse qualitative des données recueillies. Et parmi les stéréotypes négatifs, j'ai pu extraire 3 grandes thématiques. Donc la première, c'est le vieillissement pathologique. Donc c'est-à-dire que pour la majorité de ces personnes, le vieillissement se caractérise par des maladies, qu'elles soient somatiques ou d'ordre neurodégénératif par exemple. Ces maladies vont entraîner un certain déclin de certaines compétences, comme par exemple la motricité, induire un ralentissement psychomoteur ou encore des pertes de mémoire. De ce déclin va en découler une certaine forme de dépendance, voire même une institutionnalisation avec la notion d'EHPAD qui est largement ressortie également. La deuxième thématique, c'est la perte d'un rôle social, c'est-à-dire que ces personnes associent aussi le vieillissement au passage à la retraite. Donc c'est à ce moment-là où on va faire le deuil d'une vie professionnelle. Et en fait, c'est un passage qui est important parce qu'en fait, dans notre société, la vie professionnelle, c'est très valorisé. Donc en fait, pour ces personnes, le fait de délaisser ce pan de vie va potentiellement induire un certain isolement de par le fait que le reste de la société va juger ces personnes comme étant inutiles. La troisième thématique, c'est la temporalité. Donc là, le vieillissement est associé à la fin de la vie. Donc c'est à ce moment-là où finalement on va faire le bilan de toutes les actions qu'on aura menées, comme si finalement on ne pouvait plus, comme si on pouvait plus en fait entreprendre des activités nouvelles. Voilà, et ce qui ressort aussi, c'est la notion de mort. Donc on peut voir qu'en fait, vieillir dans notre société, ça peut être très anxiogène.
Et en fait, ce qui est alarmant, je trouve, c'est que ces stéréotypes-là négatifs que je viens de vous présenter, eh bien, ce sont les personnes âgées elles-mêmes qui sont les premières à y croire et donc à s'auto-stigmatiser. Donc il y a des études qui se sont intéressées justement à ces effets de cette auto-stigmatisation. Donc il y a Lévy et ses collaborateurs qui ont mené une étude et ils se sont demandé en fait, comment on vieillit selon nos représentations par rapport au vieillissement. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont suivi 395 personnes au cours de leur vieillissement. Ils ont recruté ces personnes à l'âge de 22 ans. Donc ces personnes ne présentaient ni troubles cognitifs, ni psychiatriques, ni même de maladies chroniques pouvant influer sur le vieillissement. Donc à 22 ans, ils ont effectué une évaluation initiale des capacités de mémoire, une évaluation des stéréotypes liés au vieillissement, ainsi que d'autres covariables qui peuvent influer sur le vieillissement, comme le niveau de dépression, le niveau socioculturel ou encore le genre. Donc cette évaluation a été reconduite une fois que les participants avaient atteint l'âge de 60 ans, et après c'était une fois tous les 10 ans. Donc au niveau des résultats, ce qu'ils ont pu remarquer, c'est que globalement, pour tout le monde, eh bien, il y a un déclin des capacités de mémoire. Par contre, ce qu'ils ont pu observer, c'est que les personnes qui avaient le plus de stéréotypes négatifs en lien avec le vieillissement ont eu un déclin mnésique 30% plus important que ceux qui en ont le moins. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, à 70 ans, une personne qui avait beaucoup de stéréotypes négatifs a eu la même performance mnésique qu'une personne qui en a le moins à l'âge de 73 ans. Et en fait, ce décalage, il s'accentue au fur et à mesure de l'avancée en âge. Par exemple, à 80 ans, le décalage est de 6 ans, et à 90 ans, il est de 9 ans, ce qui est énorme. Un autre résultat intéressant, c'est parmi les personnes qui avaient beaucoup de stéréotypes négatifs, eh bien, ils ont remarqué que les personnes qui pensaient que ces stéréotypes négatifs étaient pertinents pour eux, qui se reconnaissaient dans ces stéréotypes, eh bien, le déclin mnésique était encore plus marqué. Donc cette étude, elle est intéressante parce qu'elle montre qu'en fait, un déclin de la mémoire, il n'est pas forcément lié à un dysfonctionnement cérébral. Donc c'est plutôt encourageant parce que à ce jour, la science ne permet pas de répondre de manière satisfaisante à ces dysfonctionnements cérébraux. Mais par contre, ça nous montre qu'on peut avoir quand même une emprise sur d'autres facteurs, comme les facteurs sociaux, et donc dans ce cas-là, sur l'internalisation du stéréotype. Ah, mais ça a un peu sauté. Donc du coup, comment expliquer les résultats obtenus? Donc en fait, c'est plutôt simple. On va partir en fait de l'auto-stigmatisation. Donc par exemple, voilà, je suis une personne âgée. En tant que personne âgée, je me dis que je vais commencer à perdre la mémoire et développer Alzheimer comme toutes les personnes âgées. Donc là, c'est mon stéréotype. Et donc en fait, en me disant ça, je vais diminuer mon sentiment d'efficacité mnésique. C'est-à-dire que lorsque je serai confronté à une situation qui va me demander de faire usage de ma mémoire, eh bien, je vais commencer à me sous-estimer et je vais augmenter mes plaintes mnésiques. C'est-à-dire que même une difficulté mineure va générer beaucoup d'anxiété. Je vais avoir potentiellement aussi des pensées parasites qui vont arriver, comme le fait de me dire non, mais tu vas pas y arriver, c'est beaucoup trop difficile, attention, les autres vont te juger, etc. Donc en fait, les ressources attentionnelles de la personne ne sont pas engagées dans la tâche et sont plutôt distribuées ailleurs, ce qui fait que ça va impacter la performance de mémoire. Et donc, quand la personne va observer cette baisse de performance, eh bien, ça va venir confirmer le stéréotype. C'est-à-dire que la personne, elle va voir ses résultats et elle va se dire « Ah ben voilà, je l'avais dit que finalement, je n'allais pas y arriver. » Et effectivement, ça s'est bien confirmé. Donc du coup, le stéréotype s'auto-alimente tout seul comme cela. Et donc pour faire le lien avec ma pratique, donc en tant que psychologue spécialisé en neuropsychologie, moi je reçois des personnes dans le cadre d'évaluation cognitive. Et donc je pense que c'est essentiel d'être vigilant à cette question de l'autostigmatisation, parce qu'il y a des études qui montrent que que l'interprétation des résultats peut être en fait biaisée à cause de ça. Donc Stéphane et ses collaborateurs ont montré que en fait, lorsqu'ils activent l'effet de menace du stéréotype en contexte d'évaluation neuropsychologique,
eh bien 40% des patients ont un résultat qui peuvent correspondre à un stade de prédémence, contre 10% lorsque les stéréotypes ne sont pas activés. Donc en fait ici, on voit que ça pose une question à la fois clinique et éthique, parce que du coup, on peut, si on se base uniquement sur des scores à des tests, eh bien, en fait, on peut coller une étiquette totalement erronée à la personne, ce qui est en fait stigmatisant en soi. Donc là, sur cette étude, ils ont volontairement activé de manière explicite le stéréotype, c'est-à-dire qu'ils avaient fait lire un court texte à la personne âgée juste avant de faire l'épreuve de mémoire, où le texte disait justement que, je crois que ça portait sur la maladie d'Alzheimer, etc. Mais il faut savoir aussi que cet effet de menace du stéréotype, elle peut être implicite, donc c'est-à-dire rien qu'en faisant venir le patient dans mon bureau et en lui disant qu'on va mener une évaluation cognitive, et bien rien que ça peut activer cet effet de menace. Donc voilà, donc comme on le disait, ça pose la question des faux positifs ou des faux diagnostics, et on peut se poser la question, est-ce que finalement, est-ce qu'on n'aurait pas surestimé la prévalence de personnes âgées atteintes de troubles cognitifs? Donc heureusement, il existe quand même des interventions visant à diminuer cet effet des stéréotypes négatifs. Donc avant l'évaluation, c'est important de prendre le temps de bien échanger avec la personne. Le but, c'est de dédramatiser le contexte d'évaluation, c'est-à-dire que je vais me présenter, la personne va se présenter également. Je vais lui demander quelle est sa demande, pourquoi elle souhaite me voir aujourd'hui. Je vais lui expliquer également les différentes étapes du bilan pour pas qu'il y ait un effet de surprise. Durant l'entretien d'anamnèse, c'est important aussi de pouvoir mettre en exergue des traits de personnalité ou des valeurs propres à la personne. C'est-à-dire que par exemple, je vais explorer la sphère des loisirs. Si la personne me dit qu'elle fait de la peinture depuis 20 ans, eh bien, je vais prendre le temps d'échanger sur cette sphère et je vais valoriser par la suite, par exemple, son esprit créatif ou bien ses talents en dessin. Le but, c'est de faire éprouver en fait à la personne un sentiment de compétence pour qu'elle se sente à l'aise et reconnue en tant que personne. On peut échanger aussi autour des stéréotypes positifs liés au vieillissement selon la prédisposition de la personne. Donc, en exposant quelques chiffres, par exemple, en montrant que globalement, en France, même si on parle beaucoup du vieillissement pathologique, il y a une grande marge de la population âgée qui vieillit plutôt bien. Et puis on peut prendre un temps aussi pour échanger autour des stéréotypes négatifs, parce qu'il y a des études qui montrent que rien qu'en expliquant à la personne ce que je viens de vous expliquer, eh bien on atténue les effets sur la cognition. Pendant l'évaluation, c'est important de faire preuve d'adaptation, c'est-à-dire que si la personne elle vient et qu'elle est angoissée par le fait de perdre la mémoire, eh bien, je ne vais pas lui proposer d'emblée un test de mémoire. Je vais plutôt utiliser d'autres épreuves où je me dis qu'elle est susceptible de bien performer pour justement la mettre en confiance, lui faire éprouver ce sentiment de compétence. Et ensuite, une fois qu'elle sera plus en confiance, eh bien, je ne vais pas lui présenter un test de mémoire, mais par exemple un exercice de vocabulaire si le matériel utilisé est plutôt verbal. En fait, je joue sur les mots, mais c'est très important parce qu'un seul mot peut activer l'effet de menace. C'est important aussi d'appuyer sur les forces de la personne au cours de l'évaluation. Quand elle réussit, c'est important de le dire. Quitte à en faire des caisses, moi j'estime que c'est pas grave, au contraire il en vaut mieux trop que pas assez. Le but c'est de renforcer la motivation de la personne pour qu'elle puisse exprimer son plein potentiel. Voilà, donc en fait ce que je viens de vous présenter, c'est ce qu'on appelle l'approche de l'auto-affirmation. C'est-à-dire qu'on va aider la personne à identifier ses valeurs, ses compétences et les activités qui sont importantes pour elle et renforcer sa motivation à aller tendre vers ses valeurs, vers ses activités pour qu'elle s'y engage. Et lorsque la personne va s'y engager, en fait, ça va permettre d'augmenter son estime d'elle-même, mais aussi son sentiment de compétence, ce qui va venir en fait contrebalancer les stéréotypes négatifs. Et peut-être qu'à terme, une fois que la personne elle aura pris davantage confiance en elle, elle pourra peut-être aussi s'engager dans des activités dites stressantes, des activités où de prime abord, elle se serait dit non mais jamais je vais pouvoir faire ça, c'est pas possible.
Donc cette approche-là, elle a été reprise par des institutions aussi. Donc je souhaitais souligner ces initiatives qui sont très intéressantes. Par exemple, l'établissement Orpea Quentin de la Tour propose un logement à un étudiant à moindre coût et en échange, l'étudiant effectue des sorties culturelles ou propose des ateliers aux résidents. La résidence Les Mondes du Matin collabore avec une crèche. Ils ont créé un système de micro-crèche au sein même de la résidence et donc les enfants viennent et sont gardés par les personnes âgées. Et par exemple, un autre jour de la semaine, ce sont les résidents qui se déplacent sur la crèche pour aller garder les enfants. On a aussi la résidence des 9 Soleils qui propose des ateliers informatiques. Donc, ce sont des jeunes qui viennent sur la résidence et qui apprennent aux personnes âgées à envoyer des emails ou bien ils les aident via des activités de stimulation cognitive sur tablette, etc. Et enfin, les Pas de Calisté collaborent avec un centre de formation. Donc, en fait, pour la fête des grands-mères, certaines résidentes vont sur le centre de formation pour aller se faire peigner par des apprentis. Donc en fait c'est intéressant toutes ces initiatives parce que là on favorise en fait l'intergénérationnalité et en fait c'est scientifiquement prouvé que ça a beaucoup d'effets positifs sur la personne, mais aussi on redonne à la personne âgée qui peut se sentir aussi diminuée de par l'institutionnalisation un rôle social qui est valorisé et valorisable par le reste de la société. Donc pour terminer, je souhaitais vous présenter une personne qui est beaucoup plus musclée que moi. Donc, il s'agit de Joanne McDonald. Donc elle a 78 ans, elle est sportive et en fait elle a commencé le sport à 71 ans. Elle n'avait jamais fait de sport de sa vie et puis elle se sentait mal dans sa peau et elle s'est dit je vois que ça vous fait réagir. Donc je disais qu'elle avait commencé le sport à 71 ans. En fait, elle se sentait mal dans sa peau. Elle s'est dit, pourquoi pas me lancer. Pourtant, il y a pas mal de monde qui lui ont dit, non mais attends, tu vas pas commencer le sport à 71 ans, maintenant t'es fragile, tu vas te faire mal, etc. Elle ne les a pas du tout écoutés. Elle s'est dit, moi je vais m'engager dans cette activité et puis on verra bien parce que cette activité, elle est importante pour moi. Donc elle a eu raison parce qu'en fait, grâce à cette activité, ça lui a ouvert de nombreuses portes et elle dit elle-même que depuis cette période de sa vie, elle a pu débuter sa deuxième vie où justement elle est très médiatisée au Canada, où elle fait la une des magazines sportifs, etc. Et puis elle a écrit un livre qui porte justement sur les stéréotypes négatifs et qui porte le même message que moi aujourd'hui, c'est-à-dire mettez-les de côté et profitez de la vie, faites ce qui vous plaît, faites ce qui est important pour vous. Elle entretient aussi un compte Instagram où en fait elle poste régulièrement des contenus pour inciter les personnes âgées à faire du sport et aussi sensibiliser les plus jeunes sur la déstigmatisation et montrer au reste de la société que c'est pas parce qu'on est considéré comme une personne âgée qu'on ne peut plus rien faire, au contraire. Voilà, donc j'espère que je vous aurai convaincu sur l'importance de déstigmatiser le vieillissement.